On dit souvent que la science-fiction, c'est le médium, le genre littéraire ou cinématographique des idées. Mais ça serait plus exact probablement de dire que c'est surtout le médium qui explore comment est-ce que ces idées-là nous font ressentir l'appel qu'il y a en dedans de nous face à ces idées-là. Puis ce que je veux dire par là, puis pourquoi c'est important en fait comme distinction, ben c'est assez bien illustré dans le film d'aujourd'hui. Pourquoi c'est bon? Ce film-là, c'est Je t'aime de Alain Resnais de 1968 et on est hyper chanceux parce que c'est vraiment excellent. C'est un film, ça m'a pris plusieurs années avant de le voir. Je pense que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques semaines, en fait. J'ai réécouté 20 minutes hier juste pour me remettre dans le bain avant de faire la vidéo. Puis j'ai encore une fois été absolument captivé par le film. Encore plus, je pense, que la première fois. J'ai arrêté après 20 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire, là, mais c'est vraiment prodigieux comme film. C'est un film de voyage dans le temps. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est en Belgique en 1967 et on a un jeune homme suicidaire, s'appelle Claude. Il est joué par Claude Rich. Et ben, il est suicidaire et du coup, parce qu'il se remet de sa tentative de suicide, il a survécu, mais il est encore complètement désabusé de tout, ben, il se porte volontaire essentiellement pour une expérience de voyage dans le temps. C'est hyper dangereux. En principe, c'est sécuritaire, mais c'est ça, c'est la première fois qu'on essaie avec un humain, puis du coup, ça se passe atrocement mal, en fait. Puis c'est là que notre film vraiment embarque, parce que plutôt que d'être projeté pendant 1 minute, 1 an dans le passé, il se trouve à être déplacé dans le temps, puis à sauter pendant des périodes d'environ 1 minute, mais des fois c'est quelques secondes à peine. Mais essentiellement, il va se trouver projeté dans son propre passé, il va aller à différentes époques pendant des très 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 courtes périodes, et on va revoir pas mal toute sa vie adulte, en particulier les événements qui ont mené à sa tentative de suicide, puis c'est en vérité une histoire d'amour tragique. Puis le grand génie du film, c'est précisément de montrer ce qu'il en reste. Je veux dire, parce que quand on... C'est justement... C'est fondamentalement, c'est comme une réflexion sur le temps lui-même. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi est-ce que c'est bon, là, les différents aspects, mais j'ai pas pu faire autrement en regardant le film, puis en le réécoutant encore une fois. J'ai pas pu faire autrement que penser à la recherche du temps perdu là, de Marcel Proust. Alors, la recherche du temps perdu, ça a la réputation d'être chiant à l'extrême, hein, d'être vraiment extrêmement pénible. Puis effectivement, quand on le lit au début... c'est des histoires de bourgeois, plates à mort, il se passe rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on le reçoit. Ça a l'air d'être ça. Bon. Mais quand on le lit vraiment, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Que ça, c'est le prétexte. Mais en vérité, que non, à la recherche du temps perdu, un peu comme ce film-là, c'est vraiment une exploration, on pourrait pratiquement dire philosophique en vérité, là. C'est de ce qu'il y a de plus cruel dans la société bien pensante et polie et ordinaire, la cruauté ordinaire de la vie de tous les jours, mais aussi, c'est ça, la nature de notre expérience de la vie elle-même, finalement, t'sais. Fait que, puis c'est ça, ça s'appelle À la recherche du temps perdu, puis ce n'est littéralement qu'au dernier mot de la brique de 3 000 à 4 000 pages qu'on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça, puis quand tu arrives à la fin de Recherche du temps perdu, t'es garoché par terre, là, j'ai des frissons en parlant encore maintenant, là, c'est hallucinant. Puis le truc, c'est que Je t'aime fait essentiellement quelque chose de très, très, très comparable, en fait, puis en particulier au niveau de, comme dans Marcel Proust, je pense qu'on peut dire, le lien entre l'expérience qu'on a de la vie quotidienne, puis le souvenir, puis les phénomènes, puis comment ces phénomènes-là nous font sentir, etc. Puis comment est-ce qu'en vérité, tout ça constitue notre expérience du monde, de la vie, puis comment est-ce qu'en vérité, c'est ça, le passé et le présent sont loin d'être aussi séparés et distants que ça. Puis il y a toute une question par rapport à
la nature même de notre souvenir, je veux dire, la réalité presque à la limite. Là, je veux dire, ça va extrêmement loin quand on commence à regarder ça comme ça. Puis, encore une fois, dans le film, c'est ça qui se produit. Alors, dans Je t'aime, quand le voyage dans le temps lui-même commence, ça prend environ 20 minutes. Aller jusque-là, c'est très linéaire. Ça a quand même un petit côté expérimental au niveau de la réalisation, mais fondamentalement, c'est assez linéaire, assez un rythme relativement posé, là. Et c'est pas une succession ininterrompue de jump cuts, OK? Mais à partir de la séquence de voyage dans le temps, quand Claude se met à voyager, justement, toute l'histoire nous est racontée par fragments de quelques secondes. Le plus long doit faire 1 ou 2 minutes. Je ne vais pas chronométrer, là, mais c'est pas beaucoup plus que ça, là. Fait que, évidemment, l'effet qu'on a pendant une heure qui reste au film environ après ça, c'est très, très, très déstabilisant, énervant, mais en même temps, on finit par se rendre compte, en particulier quand on le réécoute, qu'il y a vraiment une logique à ça, puis cette logique-là, elle est profondément liée à, encore une fois, qu'est-ce que c'est réellement de faire l'expérience d'une vie humaine. Dans La Recherche du temps perdu, évidemment, il y a la fameuse Madeleine, puis le Marcel goûte, c'est une brioche essentiellement, c'est une Madeleine, puis ça lui rappelle un souvenir de son passé, puis ça c'est lié, voilà, ça lui rappelle un paquet de choses, bon, puis ultimement on se rend compte qu'en fait, ce qui nous paraît être comme une sorte de flashback là, chez Marcel Proust est en vérité justement une exploration là, pratiquement phénoménologique, en quelque part, là, de l'expérience du temps lui-même. Puis, mais le truc, c'est qu'il y a une connotation émotive à ça. Il y a un rapport émotif à ça. L'expérience de la Madeleine chez Marcel Proust, évidemment, est hyper associée à un paquet d'émotions ultra positives et intenses, mais aussi avec un paquet de nuances, etc. Vous le lirez, là. Mais ici, c'est la même chose. Puis, au début, c'est ça, la première chose qu'il voit quand il voyage dans le temps, la première image qu'on voit dans le voyage dans le temps, c'est de la plongée sous-marine. On ne comprend même pas vraiment exactement qu'est-ce qui se passe. Puis il y a un élément dans le dialogue, je n'ai pas noté la phrase exacte, mais en le réécoutant, là, quelques minutes avant qu'il commence son voyage dans le temps, il dit « Ah, vous allez être propulsé 1 an dans le passé. Où étiez-vous il y a 1 an? Ben, j'étais en vacances. » Puis il fait un commentaire comme quoi est-ce que c'est un bon point de référence, quasiment le centre de gravité. Il fait un commentaire qui paraît banal, OK? Sur, ah oui, c'est un bon point de référence, mais en vérité, ce qu'on va réaliser, encore une fois, c'est particulièrement évident quand on le réécoute, là, c'est un film qui récompense surabondamment une réécoute, là. Ce qu'on va réaliser, c'est que c'est le centre de gravité de sa vie elle-même. C'est le moment où est-ce que il est au summum de son bonheur dans son histoire d'amour avec cette femme-là. Puis on va voir plus tard, en vérité, tout de suite après, là, comme je vous dis, il saute à travers le temps. Là, on a cette minute-là où est-ce qu'il est en vacances avec sa copine, puis ils sont super heureux. Mais tout de suite, la séquence après, c'est la rupture atroce, là, essentiellement. Je t'avais bien dit que ça finirait comme ça, puis bon. Puis si vous avez été dans des histoires d'amour qui n'ont pas très bien fini, si ça vous est déjà arrivé peut-être dans votre vie, vous allez peut-être reconnaître le mélange de ces deux souvenirs-là. Puis vous qui êtes ici maintenant, aujourd'hui, qui regardez ça, bien peut-être justement vous allez avoir qui cohabite en vous le souvenir de ce moment de bonheur total, puis qui est aussi un moment d'une grande banalité en même temps. Un moment où est-ce que nous sommes purement heureux dans notre vie de couple, dans notre histoire d'amour, où tout est parfait et idéal, puis où tout a l'air en même temps absolument anecdotique. Encore une fois, ici, Claude, il fait de la plongée, là, c'est du snorkel en vérité, là, en vacances avec sa copine. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Il fait une blague assez boboche, là, mais c'est ça, c'est le centre de gravité, c'est le moment où il est le plus heureux dans sa vie, en vérité. C'est le moment crucial. Le moment d'abondance, exubérant, de vérité totale. C'est le moment où le temps se dissout dans le bonheur lui-même, okay, dans la pure expérience d'être en vie. C'est le moment où est-ce que le temps s'efface et on devient véritablement heureux. Puis c'est ça, mais en même temps, il a vécu ça, il s'est pas rendu compte qu'il vivait. Puis après ça, sa relation se dissout, puis là, il se ramasse, c'est ça,
la fin de l'histoire tragique, puis évidemment, on sait, nous, qui va se suicider. Bon. Puis ce qui se passe dans le film, évidemment, c'est que l'expérience, comme je mentionnais, se passe atrocement mal, puis plus que ça va, bien plus que sa vie, en vérité, est en danger. Puis, ben c'est ça, comment est-ce que tout ça va finir? Comme toujours, là, une seule manière de le savoir, c'est de le regarder, mais de le regarder, mais de le re-regarder, en fait, parce que, c'est ça, Alain Resnais, parlons d'Alain Resnais 2 minutes ici, là. Je vais être rapide là-dessus, mais Alain Resnais, c'est le réalisateur qui a fait l'année dernière à Marianne Bad, qui a fait Hiroshima, mon amour, bon, Muriel aussi, que j'ai pas vu, mais il est connu pour toute une série de films comme ça qui sont très, très, très liés à le nouveau roman, Rob Grillet, etc. Donc très intello, essentiellement. Incompréhensible et intello. Il est associé à ça. Mais c'est aussi un gars qui est associé à la Nouvelle Vague. Lui-même disait qu'il était trop vieux pour faire partie de la Nouvelle Vague. Là, il était 10 ans plus vieux que les autres, le Louche, etc. Là. Mais il y avait quand même dans son esprit quelque chose de ça. Puis c'est surtout aussi le gars qui a fait On connaît la chanson. Mais c'est un gars qui était aussi à l'aise dans la grosse comédie rigolote que dans le gros film existentiel. Puis surtout, c'est un amateur de comique. Il a été cofondateur d'une association en Europe d'amateurs de comiques américains. Bon, c'est ça. Il a été associé il était supposé faire un film avec Stan Lee dans les années 70, How to Make a Monster ou quelque chose comme ça, The Monster Makers. Ça n'a pas abouti, mais quand même, il a travaillé là-dessus pendant une dizaine d'années. Il avait comme projet, encore une fois, dans les années 70, de faire un film basé sur les aventures de Harry Dixon, là, de genré, qui sont vraiment excellentes. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que, c'est ça, Alain Resnais, il passe pour être un auteur extrêmement, un cinéaste, un film d'auteur, encore une fois, un peu prétentieux et chiant, mais c'est pas du tout ça, en fait. Puis je pense qu'on peut voir dans Je t'aime, on peut voir comment est-ce qu'il est, justement, il y a la sensibilité, profonde sensibilité d'un grand artiste, qu'on peut citer dans la même conversation avec Marcel Proust ou Shakespeare, si vous préférez, ou bon, c'est ça. Mais c'est aussi un amateur de science-fiction, puis un amateur de films de genre. Et je mentionne cet aspect-là parce que c'est quelqu'un qui va aborder les grands sujets, les plus grands sujets par rapport à notre expérience de la vie sur Terre, mais qu'il fait vraiment à partir d'un endroit sincère et véridique. C'est ça. Il le fait avec l'âme d'un gars qui est un amateur de comics, puis de science-fiction, puis de Harry Dixon. Fait que ça peut paraître chiant des fois à cause de la réputation de ses premiers films, mais non, je pense que certainement dans le cas de, c'est ça, de Je t'aime, puis un film qui est pratiquement, qui n'a pas marché quand il est sorti, un film qui est pratiquement oublié aujourd'hui, très peu connu, mais c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert parce que c'est ça, c'est de ces films qui tombent entre les mailles du filet et qu'on oublie complètement, mais l'œuvre d'un grand artiste qui ici nous livre une réflexion sur la nature du temps, puis de notre vie sur Terre, puis quelque chose à rapprocher de Beckett, c'est quoi, Crab Slash Tape, là, qui explore un petit peu, encore une fois, une histoire non linéaire. Mais c'est ça, quelque chose qui nous apparaît comme étant peut-être intellectuel ou n'importe quoi, mais qui n'est pas ça du tout, là, qui est vraiment la mise à nu là, de notre du désarroi et de la merveille d'être vivant. Puis c'est ça, de qu'est-ce que c'est réellement d'être sur une planète, d'être une conscience sur une planète où est-ce qu'on vit des grandes histoires d'amour, puis ça nous fait tant mal quand c'est fini, puis en même temps, on a toujours l'impression que ce moment-là est toujours présent. Voilà, puis voilà. Fait que il y en aurait bien d'autres choses à dire encore, mais ça va être tout pour aujourd'hui pour Je t'aime. Je ne saurais trop vous recommander de l'écouter. Il y a probablement des versions en ligne que vous pouvez trouver. Ça fait que pourquoi c'est bon, Je t'aime, là, parce que c'est une réalisation jouissive par un réalisateur. C'est ça, c'est un grand artiste. Là. C'est plus qu'une méditation. C'est la réalisation d'un objet d'art qui est le miroir de notre propre
humanité. Avec toute la douleur et le mystère et la grandeur et voilà, que ça implique. Alors, voilà. Portez-vous bien, la vie est belle, à la prochaine.